Je te remercie, Sandrine. Et puis je remercie tout le monde aussi de votre présence. Euh, il fait beau en plus. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous êtes. Moi, je vis à la campagne, donc ça se voit derrière. Il y a un beau sapin. Et donc, il fait très chaud, il fait très beau. Et ça, on attendait tout ça avec impatience après 2 mois de confinement. Donc, votre présence est d'autant plus importante. Donc, j'espère que je vais animer suffisamment et vous intéresser dans cet échange parce que on en avait parlé avec Sandrine. Euh, Passionné ou pas passionné d'innovation, on entend beaucoup de choses sur l'innovation et puis c'est devenu un mot, un buzzword qu'il est difficile, moi je pense, je trouve, d'appréhender, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit dans un grand groupe. Alors, j'aurais pu parler de modèles d'innovation, de ce qu'on fait dans Thales Solutions Numériques, mais je vais éviter de tomber justement trop dans le concret pour vous parler plutôt des enjeux qu'il y a à conduire de l'innovation, en particulier dans un grand groupe, mais je crois que c'est vrai dans toute organisation. C'est accentué peut-être dans un grand groupe avec davantage de contraintes, hein. C'est pas comme si je dirigeais une compagnie qui était financée par du capital risque et à qui on donnait 2 ans de financement pour trouver quelque chose qui sera une véritable innovation. Je pense que c'est plus difficile dans un grand groupe. En même temps, c'est très instructif justement par rapport à ces contraintes, hein, de voir comment on peut réellement livrer de l'innovation dans le groupe et ailleurs que dans le groupe d'ailleurs, directement vers nos clients. Et donc, comment je vais en parler pour rendre ça attrayant? Sandrine m'avait dit, j'aimerais bien que tu parles aussi de ton passé de pilote de chasse, ta carrière précédente, hein, et de voir comment ça s'applique dans la conduite de l'innovation. C'est ce que je vais faire. Euh, euh, Parce que, en fait, moi-même, et puis je vais rendre ça très intime, hein, et je vais essayer de le personnaliser, pas trop, parce que quand un pilote personnalise et il parle de lui, il finit jamais de parler de lui. Donc, je vais essayer de rendre ça quand même assez intime, dans le sens où je vais vous dire pourquoi moi je pense que je suis à la bonne place aujourd'hui. Euh, alors même que j'avais jamais prévu de quitter l'armée de l'air il y a 10 ans pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Et il se trouve que le destin fait bien les choses, puisque je me sens comme un coq en pâte, hein, dans ce rôle qui est extrêmement exaltant, parfois assez souvent frustrant aussi, à tel point que je Ouais, définis le leadership dans l'innovation comme étant la capacité à maîtriser tout l'aspect schizophrénique qu'il y a à enfoncer des portes, défricher, être le pionnier dans une entreprise qui est beaucoup plus tournée vers l'exploitation que vers l'exploration. Thales, en quelques mots, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand groupe français qui est devenu international il y a déjà bien des années, qui est présent dans 56 pays dans le monde. La moitié de ses employés sont en France, l'autre moitié est à l'étranger, avec 6 grands pôles à l'étranger, dont fait partie le Canada et les États-Unis pour la région, et qui œuvre dans le marché des hautes technologies appliquées à l'aviation commerciale, l'aviation militaire, la défense en général, la sécurité, les transports terrestres et le spatial. Euh, la- Ce que fait Thales peut tenir en une seule phrase. Elle développe des technologies qui permettent aux humains de prendre des décisions dans les circonstances particulières. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes critiques. Vous avez une photo d'un avion de chasse que j'ai piloté pendant plusieurs années. Dedans, il y a de l'électronique Thales. Il y a une planche de bord, de l'avionique Thales. Il y a de l'ergonomie Thales. Il y a des systèmes de combat, des radars, des brouilleurs électroniques. Il y a tout un tas de composants, de systèmes, de missiles, de capteurs, etc., qui sont pour une grande partie d'entre eux produits par Thales. Et l'interaction entre ces systèmes se fait par des interfaces, elles aussi faites par Thales, et ça permet au pilote de prendre des décisions tout au long de sa mission. C'est ce que fait Thales dans les avions de chasse, dans les avions de ligne, dans les métros, dans les trains, sur les navires de guerre, grâce aux satellites et même en cybersécurité. Donc c'est à peu près la même chose, quelle que soit la plateforme, ce qu'on appelle une plateforme, l'électronique qui va dedans et le concept d'aide à la décision, c'est-à-dire
capter des informations, les processer, excusez-moi pour le terme, et fournir des aides à la décision et laisser l'homme prendre la décision. C'est ce que fait Thales. Pourquoi on innove dans Thales? Parce que tout ça se fait de manière analogique, mais avec des composants numériques. Mais progressivement, on se rend compte que des technologies comme l'intelligence artificielle, en particulier, peuvent augmenter davantage la capacité des opérateurs à prendre des décisions encore plus éclairées, encore plus anticipées, encore plus performantes, encore plus économiques. On peut l'imaginer comme on veut. Et c'est en gros ce que je dirige aujourd'hui dans Thales Digital Solutions, où on a décidé, il y a quelques années, de pousser davantage le concept d'intelligence artificielle pour aller vers l'intelligence augmentée en couplant l'interaction entre l'homme et la machine. Et ça n'existe pas aujourd'hui, hein, soyons clairs. On entend parler beaucoup d'IA avec l'analytique, donc le big data et puis l'analyse du big data grâce au machine learning, au deep learning. Mais on a beaucoup de mal à déployer ce type d'intelligence artificielle. Beaucoup de mal parce que on n'a pas créé la confiance avec l'humain, avec l'opérateur. On n'a pas créé les conditions de robustesse, de sécurité. On n'a pas créé l'intérêt vraiment pour mettre ce type de technologie dans un avion. Et il y a plein de barrières qu'il faut passer qui vont donner lieu à des certifications, de la sécurité, de la robustesse, de l'anonymisation, de la vie privée et surtout de la confiance entre l'homme et la machine. Bon, c'est ce que fait mon organisation. On pourra en parler dans les questions. Alors, le lien avec pilote de chasse, diriger l'innovation, c'est comme diriger piloter un avion de chasse. On est en permanence en train d'essayer de maîtriser des forces qui s'opposent et qui sont contraires. Et pouvoir les diriger, et pouvoir les maîtriser et les conjuguer, c'est tout ce que j'ai essayé de faire quand j'étais pilote de chasse, c'est ce que fait n'importe quel pilote de chasse, et c'est ce que j'essaye de faire comme leader d'une organisation qui innove. Un avion, ça a été conçu, vous voyez l'avion sur cette image, là, il a été conçu pour aller très très vite, pour avoir beaucoup de capacité, et en même temps, c'est l'avion le plus agile au monde. Il a été conçu pour être agile, et cette agilité, elle est maîtrisée, pas par le pilote, par des technologies. Donc, on peut le rendre aussi agile que n'importe quel petit avion qui volerait dans tous les sens, que aussi performant, aussi rapide en vol rectiligne. Donc, ces contrastes qu'on retrouve dans un avion de chasse, on le retrouve beaucoup dans l'innovation, et c'est ça que je vais évoquer. Beaucoup de puissance, mais beaucoup d'agilité, beaucoup de vitesse, mais beaucoup de manœuvrabilité. On travaille seul dans un avion de chasse comme celui-ci, on est seul à maîtriser sa machine, mais en même temps, il y a plein d'équipiers autour de nous. Les grosses missions, les missions de combat, vous avez 60, 80, 100, 120 avions qui sont autour de vous. Tout ça, c'est comme un ballet, un orchestre. Tout est coordonné, planifié. Et en même temps, si ça paraît assez gros, puissant, c'est un système qui autorise beaucoup d'agilité aussi à l'intérieur de cet ensemble. Et créer et pousser l'innovation dans un grand groupe, ben, c'est un peu ça. C'est trouver les zones d'agilité, les zones de créativité où on peut manœuvrer avec suffisamment de liberté, alors même que le groupe, lui, avance comme un gros mastodonte là, avec ses principes, ses processus, etc. Bon, c'est un peu pareil. Et je vais vous dire si ça… Voilà. Et puis, juste pour recadrer le débat sur qu'est-ce que c'est l'innovation, il y a autant de définitions sur l'innovation que vous pourrez en trouver sur Google. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur cette slide. J'ai été chercher des citations qui sont d'hommes illustres comme Henry Ford, qui lui disait si j'avais demandé à mes futurs clients ce qu'ils voudraient, ils auraient dit un cheval plus rapide, alors même que lui, il a créé une voiture qui coûtait pas cher, qui allait plus vite que le cheval. Mais lorsque vous vous adressez aux gens, et bien évidemment, ils sont pris dans leurs habitudes, dans leur routine, etc. Ils ont du mal à imaginer ce que peut être une innovation. Ils peuvent imaginer ce qu'est une amélioration de leurs conditions, imaginer un incrément qui pourrait améliorer les outils qu'ils utilisent, la façon de faire des choses,
ou la façon de consommer. Mais imaginer une véritable innovation, c'est plus difficile. L'innovation, c'est tout sur le statu quo. Et ça, c'est intéressant. Il faut oser. Pour innover, il faut oser. Ce n'est pas facile. Et vous avez, à partir du moment où vous avez une idée différente, vous allez avoir beaucoup d'obstacles qui vont se lever devant vous, quelle que soit l'organisation. C'est la résistance naturelle au changement que tout le monde, que tout le monde connaît. L'innovation, ce n'est pas le déni du passé ou de la tradition, ou de on faisait comme ça avant. C'est bien au contraire, justement, la prise en compte de comment on le faisait avant et de garantir la continuité entre ce qu'on faisait avant et comment on va le faire demain. Si vous n'avez pas cette continuité entre les deux, vous avez peu de chances en fait, de vraiment créer une innovation. L'innovation, c'est aussi pas nécessairement quelque chose qui n'existait pas. Ça ne part pas d'une invention. En général, ça part d'une combinaison de différentes choses qui existent. Les meilleures innovations sont d'une combinaison de ce qui existe déjà. L'iPhone était une combinaison de ce que BlackBerry avait fait, Nokia avant. Donc, sans même imaginer ce qu'apportaient les ordinateurs portables, sans même, il n'y a pas eu de création de nouvelles capacités ou de quelque chose qui n'existait pas. Il y a juste une combinaison de technologies et d'innovations qui avaient existé au préalable, qui n'étaient plus des innovations. Et cette combinaison a créé une nouvelle innovation. C'est important de noter ça. Et puis, surtout, une innovation, c'est quelque chose qui va correspondre à un usage. Ce n'est pas une invention. Une innovation, c'est utiliser. Et c'est utilisé par le plus grand nombre. Et c'est à partir du moment où c'est utilisé par le plus grand nombre que ça devient une innovation. Sinon, c'est une invention ou c'est une création dans un laboratoire et pas plus que ça. Et puis, si on descend un petit peu plus bas, là, pour le business, j'aime à dire que le business, ce sont deux choses essentielles, le marketing et l'innovation. Après, le reste, c'est juste de l'opération. C'est opérationnaliser à travers l'ingénierie, c'est produire et après, c'est maintenir. Mais les deux choses qui sont essentielles, c'est le marketing, c'est-à-dire la connaissance de ce que veut le marché, ou la maturité du marché, ou de ce que veulent les gens, ou de ce que veulent les utilisateurs, et puis le rapporter à travers les innovations. Si ça existe déjà, il n'y a pas de nouveau business, hein. Il y a juste des opérations pour faire un business qui existe déjà, et donc le faire mieux ou dans un autre endroit. Enfin, il faut, j'aime bien la phrase de Jeff Bezos qui dit il faut vouloir être incompris. C'est très frustrant de proposer des innovations. Ça arrive assez souvent. Et pour autant, c'est un passage essentiel. C'est un passage, ça commence souvent par non, je ne vois pas pourquoi je les écouterais, ils ne m'intéressent pas, ça n'a aucun sens, ce n'est pas réaliste, etc. Évidemment, ce n'est pas réaliste, c'est tout sauf réaliste, puisque l'innovation traite des choses. Il y a un terme en anglais qui dit les unknown unknowns, les choses qu'on ne sait pas, dont on n'a pas conscience. En fait, on sait, les scientifiques vont savoir ce qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent leur ignorance, ils savent la circonscrire et ils vont expérimenter et puis faire beaucoup de tests, etc., faire beaucoup d'hypothèses pour pouvoir expliquer ce dont ils avaient conscience qu'ils ne connaissaient pas. Ben, l'innovation, c'est plus que ça. En fait, on ne sait même pas où est-ce qu'on va. On sait qu'on est déterminé à trouver, à répondre à un besoin, à un désir, à un problème que tout un chacun peut avoir. Ça, on sait. Et on est déterminé à trouver la solution qui correspond le mieux à son désir. Mais en revanche, on ne sait pas, on n'a aucune idée de la solution. On a juste une idée du cadre dans lequel elle va se développer, mais à part ça, ce n'est pas plus que ça. Et puis, pour toutes ces raisons, frustration, inconnu, incertain, ben, l'innovation, ça demande beaucoup de leadership parce que il faut être résilient, c'est long, et en même temps, vous êtes impatient parce que quand vous êtes innovateur, ben, vous avez envie constamment de convaincre. Mais le processus est très, très long. Et il faut développer une certaine résilience par rapport à ça. Et vous dirigez des équipes qui sont en général, elles aussi, impatientes de travailler, de mordre dans le coussin. Et pour autant, vous devez temporiser par rapport à tout le contexte. Le contexte, dans mon cas, c'est Thales, qui, elle, est une grosse compagnie, une grosse firme qui a ses processus et qui s'inscrit dans le temps long et pas dans le temps court. Alors que dans l'innovation, vous avez des gens qui s'inscrivent dans le temps court. Bon, ça, c'est pour situer le cadre.
Alors, euh, si on n'est pas persuadé qu'il faut innover, ben, je conseille de regarder cette image. Je la trouve très explicite et elle exprime tout le paradoxe et la difficulté qu'il y a à mettre le curseur entre l'exploitation et l'exploration. Dans un grand groupe, mais c'est vrai aussi dans une PME, ben, vous êtes essentiellement préoccupé par faire la croissance, générer de la croissance, être productif, garantir que votre personnel est dans les meilleures conditions de travail pour qu'il puisse justement soutenir cette croissance et cette productivité. Et donc, si vous avez une croissance, ben, vous avez ce qu'on voit, la courbe jaune, là, linear sight, ben, vous avez cette illusion que tout se passe bien, que vous faites de bons profits, de bonnes marges. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que d'autres, les nouveaux entrants, ce qu'on appelle, eux, ont beaucoup plus de liberté que vous pouvez en avoir, puisqu'ils partent, ils n'ont pas cette grosse machine. Ils ont beaucoup moins d'illusions que vous pouvez en avoir, parce qu'ils savent qu'ils ont tout à créer et à livrer. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il se passe plein mal de choses autour de vous, que les innovateurs arrivent à mettre en place progressivement pour arriver à un moment où vous auriez pu, dans cette première partie à gauche, donc, vous auriez pu avoir le loisir, parce que vous faisiez des profits, d'innover, donc prendre cette responsabilité d'investir dans des équipes, dans des technologies, et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait, mais alors que d'autres le faisaient. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez, vous êtes tellement gros que vous avez l'impression, en plus de la croissance et de la productivité, que vous êtes gros, vous avez du gros, du management, etc. Et vous avez l'impression, vous avez cette illusion du mouvement permanent, de l'activité permanente, qui peut vous faire passer juste à côté d'un risque qu'on appelle le oh shit moment. C'est-à-dire que vous êtes tellement gros que vous n'avez plus aucune agilité et vous avez du retard. Et vous ne pouvez plus contrer des nouveaux entrants. Alors aujourd'hui, les nouveaux entrants, si on prend le cas de Thales, ça peut être des compagnies comme Microsoft ou comme Google. À partir du moment où le monde se digitalise et que les données sont accessibles à profusion, eh bien, ces grands joueurs ont un temps d'avance sur l'analytique, sur l'utilisation du cloud, sur la flexibilité et l'agilité qu'apportent ces technologies, et peut finalement, en ayant accès à vos clients et à vos utilisateurs et ces données, démontrer qu'il est capable de produire davantage de valeur avec ces données que Thales le fait avec sa méthode ancienne. Bon, un groupe comme Thales est très vigilant là-dessus et a utilisé beaucoup de modèles d'innovation. Certains ont été des réussites, d'autres des semi-réussites, d'autres des échecs. Mais du reste, Thales a conscience de ça. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Pourquoi et parler de leadership. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un avion de chasse. Ça a été conçu pour être agile, puissant, rapide, une plateforme qui est composée de systèmes d'armes multiples. Si vous prenez l'exemple de cet avion Rafale, là, dessus, vous avez 6 missiles antiaériens, RR, ça s'appelle, qui ont une portée de chacun de plus de 120 km et qui ont des autodirecteurs autonomes. Vous avez 6 bombes de 500 kg qui sont guidées laser ou guidées GPS ou les deux à la fois. Vous avez dessous des pods de désignation, laser, optique, optronique. Au-dessus aussi, les petites verrues qu'on voit devant, c'est des systèmes optroniques, électromagnétiques, optiques. Et puis, bon, c'est un gros chalumeau, enfin 2 gros chalumeaux au milieu de 16 tonnes de carburant avec 2 ailes. Ça vole à Mach 1.8, ça monte à 40 000 pieds en 2 minutes. Et en même temps, ça peut tourner dans un mouchoir de poche au-dessus d'un terrain de foot, en haut ou en bas, sans jamais dépasser les limites du terrain de foot. En aéronautique, il n'y a pas plus performant que ce type d'avion, évidemment. Et puis, il y a un domaine de vol qui est si large entre manœuvrer, vous avez certainement vu des démonstrations, manœuvrer au-dessus d'un terrain de foot et sans jamais sortir de ses limites, et puis aller aussi haut, aussi vite, avec autant de capacité de puissance de feu, de détection, de portée. C'est remarquable. Alors,
on peut se dire, le pilote aussi, il doit être remarquable pour piloter ça. Alors, ça demande beaucoup d'entraînement, mais en même temps, il y a beaucoup d'aides technologiques qui permettent justement de maîtriser tous ces systèmes. Et donc, la technologie permet de passer de la super agilité à la super vitesse, de passer d'un armement à un autre, de passer d'un capteur à un autre, de passer d'une mission à un autre, etc. Alors, vous faites ça en pilotant votre avion et en guidant en fait un certain nombre d'équipiers qui sont autour de vous, en contrôlant aussi la situation tactique. Bon, c'est assez complexe. Et ce que j'aime bien dire, c'est que l'idée d'innovation, c'est un peu la même chose. Il faut savoir quand utiliser la survitesse, être supersonique, utiliser tel système d'armes, comprendre que vous êtes dans un ensemble qui est extrêmement complexe, avec beaucoup d'intervenants qui ont leurs propres enjeux, leurs propres défis, leurs propres contraintes. Et tout ça, vous devez le faire et exploiter l'agilité, c'est-à-dire des fois sortir du domaine là où on vous attendait pour surprendre. Et tout ça, vous devez le faire de façon itérative et permanente. Alors, c'est très schizophrénique parce que dans un avion, passer d'un état à un autre, ça demande beaucoup de gymnastique intellectuelle. Et puis surtout, le communiquer aux autres, s'assurer que vous êtes suivi, que ce soit vos équipiers ou que ce soit d'autres parties qui comprennent ce que vous faites. Ça demande beaucoup de collaboration. Alors, seul dans un avion, mais très collaboratif, très participatif, autant avec les gens qui sont dans votre organisation qu'avec ceux à qui vous voulez livrer de l'innovation. Je vais prendre un exemple. Thales fait vous savez, les écrans qu'il y a dans les avions, là, les vidéos, on appelle ça in-flight entertainment, et qui sont très basiques aujourd'hui, même si on améliore de mieux en mieux les interfaces. Démontrer en fait à la ligne d'affaires, à la ligne de produit qu'on peut imaginer ce système comme étant beaucoup plus ouvert et être une prolongation de tout ce que vous avez comme tablette, comme téléphone, etc. Qu'on peut générer un business juste à partir de cet écran, générer un business avec des publicitaires, avec des parties tierces, à être beaucoup plus immersive, engager vraiment le passager et en même temps y associer de la commande vocale pour qu'on puisse solliciter les hôtesses de l'air ou les stewards sur des demandes particulières, etc. C'est difficile à concevoir pour une ligne de produit, une ligne d'affaires, qu'on va faire du business avec un écran. Du business autre que livrer l'écran et le maintenir. Okay, et pourtant, en fait, c'est l'avenir en fait, de ces systèmes-là, c'est-à-dire la dématérialisation finalement des écrans, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, pour le livrer plus en écosystème d'acteurs, de partenaires, qui livrent du contenu, qui engagent et lorsque vous êtes sorti de l'avion, vous êtes toujours engagé par cette plateforme qui vous a été offerte via l'écran lui-même. Ça, c'est l'avenir et c'est ce que nous ont appris en fait les Google et beaucoup de startups de ce monde. Mais dans un grand groupe qui était habitué à développer sur des cycles longs, à être le meilleur dans son développement de logiciels et d'hardware pour ce type d'équipement, c'est difficile à admettre. Et donc, la thématique de ce que je voulais vous apporter, c'est que vous êtes toujours en train de conjuguer des forces contraires. Et la raison pour laquelle on est dans ce milieu, c'est une autre des autres enseignements que j'ai retenus en fait, de mon passé militaire. C'est ce qu'on appelle le monde VUCA. Alors peut-être certains ont déjà entendu parler de ça. C'est un concept qui a été développé par l'US Army dans les années 90 et qui décrivait en fait l'environnement auquel avaient à faire face les forces armées. En fait, avant les forces l'US Army, il y a eu Clausewitz, qui était un grand stratège militaire du 19e siècle. Lui, il parlait du brouillard de la guerre, qui représentait finalement ce qui vous séparait du certain, malgré vos capacités, malgré votre plan de campagne, malgré
la confiance que vous avez dans vos hommes, vous ne savez pas comment va réagir votre adversaire. Et vous avez beau avoir le meilleur état de préparation, il y a ce brouillard entre vous et l'ennemi, et ce brouillard peut vous faire perdre la bataille. Ce qu'a remarqué le monde du business dans les années 2000, et c'est réapproprié en fait cet acronyme VUCA, VUCA World, c'était que le monde était de moins en moins normé à cause juste en partie de la numérisation de beaucoup de systèmes, mais beaucoup aussi de l'interconnexion, de la volatilité du monde, dans le sens où on arrivait de moins en moins à prédire ce qui allait se passer. Parce que, alors c'est ce qu'on appelle en théorie du chaos, un chaos de niveau 2, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ça crée un déséquilibre. Vous ne pouviez pas prédire ce déséquilibre, mais ce déséquilibre, en fait, crée multiples déséquilibres dans le système qui est un système chaotique. Tout le système est chaotique. Pourquoi? Parce qu'on est tous connectés. Et à la mesure où vous connectez davantage les gens à travers l'Internet et tous ces dérivés, ben, vous augmentez cette volatilité. Il est incertain parce que justement, cette hyper-connectivité laisse libre cours, offre plus de liberté à des groupuscules sociaux, économiques, financiers. Et il est complexe parce que il est difficile à lire, il y a beaucoup plus de données. Et ça crée de l'ambiguïté parce que justement, certains utilisent en fait ces données pour faire croire certaines choses. Donc en fait, ça crée un univers extrêmement complexe, ambigu, imprédictible. Et ça, le monde du business l'avait intégré dans les années 2000. Et aujourd'hui, on regarde en fait que ce soit dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine des affaires évidemment, il n'y a plus d'espace normé. Il est très difficile de pouvoir prédire ce qui va se passer et tout le monde essaye finalement, à travers cette incertitude, d'y voir un peu plus clair. L'innovation, c'est le terrain de jeu VUCA. Le monde est incertain et ce que vous devez réussir à faire, c'est de trouver finalement, avec beaucoup de clarté pour lever les ambiguïtés, de simplifier la complexité et d'offrir finalement aux utilisateurs de votre innovation plus de certitude par rapport à ses besoins et ce qu'il veut. Dans un monde qui se rétrécit et qui s'élargit constamment. Rétrécit parce qu'on reste dans notre bulle, puis il s'élargit parce qu'on est tous connectés. Et c'est assez difficile de pouvoir concilier en fait ces 4 paramètres. Et je vais essayer de conclure là. En tant que leader, il faut réunir finalement un certain nombre de personnes qui sont en général d'horizons diverses, de pouvoir les mettre, alors ils ont beaucoup de complémentarité, qu'elles soient techniques, humaines, sociales, psychologiques. Dans nos équipes, par exemple, vous retrouverez souvent, et on les forme en squad, des scientifiques, des développeurs, des ingénieurs, parfois des sociologues, des spécialistes de l'usage, des designers. Et ce sont des équipes qui restent formées, un peu comme la patrouille de France qu'on voit à droite, et qui arrivent finalement à aller tous dans la même direction, alors que chacun vole différemment. Et ça, c'est vraiment le concept de leadership dans l'innovation. C'est d'offrir finalement un cadre où chacun peut s'exprimer, mais pour autant, c'est très orchestré, c'est très cadré, mais il ne faut pas qu'ils aient la sensation en fait d'être… il ne faut pas appliquer un leadership prescriptif. Il faut qu'ils aient cette sensation d'avoir un espace dans lequel ils peuvent libérer, ils peuvent se confronter, parce que l'innovation, c'est se confronter, c'est créer des conflits, mais en même temps, il faut tous aller dans la même direction. Et donc, ça demande une composition d'équipe qui fait autant appel aux compétences, à la personnalité qu'à la personnalité. On ne cherche pas des stars en général. Les stars, en fait, sont très brillantes, évidemment, sinon elles ne seraient pas des stars. Mais pour travailler en équipe, ce n'est pas toujours les meilleurs. Donc, on préfère avoir des gens qui sont moins compétents, mais qui sont plus disposés à travailler en collaboration, à partager. Et ce qu'on recherche, en fait, chez nos gens, c'est avant tout d'être passionné. Il faut avoir une passion pour l'innovation. C'est d'être avide de connaissances. Comme un pilote de chasse, vous avez beaucoup de connaissances, vous accumulez beaucoup, l'entraînement est très long,
La formation est très longue, comme un peu un médecin. Et pour autant, vous êtes en apprentissage constant. Et tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez appris, ce n'est pas là où vous êtes le meilleur, ce n'est pas en le reproduisant dans le vol, c'est d'utiliser ce savoir et ce savoir-faire pour répondre à l'incertitude, pour aller dans l'inconnu, pour pénétrer à 40 000 pieds, à 1000 km/h au-dessus du Kosovo, en pleine nuit, avec plein d'équipiers qui sont autour de vous, des explosions partout, des missiles qui partent. Vous ne l'avez pas nécessairement vu à l'entraînement, mais vous savez, vous avez confiance en vous, vous êtes affirmé à travers votre entraînement, à travers votre expérience, et vous savez comment réagir à cette situation inconnue. Et c'est ça, le pilote de chasse, c'est à chaque fois pénétrer dans un environnement hostile et pouvoir réagir à l'inconnu, pouvoir traverser le brouillard de la guerre et puis travailler ensemble avec vos équipiers pour dominer cet inconnu. L'innovation, c'est un peu ça. C'est rassembler des équipes qui sont très performantes, qui sont très diverses, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui sont aussi assez humbles pour pouvoir bien travailler ensemble en collaboration et puis atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est vraiment d'innover. Alors, si pour finir, je vous laisse sur cette dernière slide. J'aurais encore autant de bulles à mettre, mais le leadership, c'est justement éviter de tomber dans la schizophrénie je dois prendre une décision, mais c'est incertain. Comment je fais? Est-ce que je dois manager ou est-ce que je dois leader? Vous devez manager. Je manage mon avion, je manage mes systèmes d'armes, mon avionique, mais par contre, que pour envoyer des gens à la guerre, je suis obligé d'être un leader, pas un manager. Je suis obligé de prendre en compte tout l'intangible qu'il y a dans l'humain, au-delà des procédures, au-delà des règles, au-delà de la discipline. Pour innover, vous devez changer les choses, mais vous devez vous inspirer du passé, de la tradition. Vous devez garantir qu'il y ait une continuité, parce que sinon, les gens se heurtent à l'innovation en disant non, je ne peux pas, l'écart est trop gros. Vous devez accepter qu'il y a des processus autour de vous. Dans une grande compagnie, il y a des processus. Quand vous êtes dans votre avion, il y a plein d'autres acteurs. Et puis, ces acteurs, ils ont un balai à respecter, des choses à faire, et vous devez prendre en compte ça. Mais en même temps, vous devez être ouvert. Pourquoi? Parce que, on le voit plus en bas, l'innovation, c'est l'intérieur contre et avec l'extérieur. On innove dans Thales en s'inspirant beaucoup de nos écosystèmes. On a beaucoup de partenariats au Canada, au Québec en particulier, avec plein d'acteurs qui viennent du milieu extérieur, académique, de l'entreprise, et qui sont intégrés dans nos équipes. Parce que l'innovation, elle va venir aussi d'eux. Elle ne vient pas de l'intérieur, pas nécessairement de l'intérieur. Il faut internaliser tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ça la vraie innovation. Et puis, vous devez accumuler, avoir des gens très compétents, mais qui ont l'humilité de dire « je ne sais pas tout ». Et ils vont faire face à l'inconnu et puis ils vont essayer d'aller plus loin que leurs connaissances. Enfin, vous devez quand même, ça je l'ai bien dit assez souvent, être très disposé à collaborer, à offrir cet espace de collaboration pour les autres. Mais parfois, vous devez agir solo. Pourquoi? Parce que vous faites face à des gens qui ne veulent pas innover. Et vous devez être déterminé. Il faut devenir parfois un tueur. Comme disait Jeff Bezos, il faut savoir, il faut accepter, il faut vouloir être incompris. Et pour ça, là, il faut faire face à des CEO, des EVP, etc., qui n'ont pas nécessairement envie que vous leur disiez leur cas de vérité. Il faut être déterminé, il faut atteindre l'objectif, mais il faut savoir pivoter. Comme l'avion de chasse, il faut être très agile. À un moment donné, si la mission elle ne se déroule pas comme prévu, mais vous devez toujours l'accomplir, il va falloir le faire autrement. Il faut accepter d'avoir travaillé pendant longtemps et puis de pivoter rapidement parce que vous faites fausse route. Vous n'atteindrez pas votre objectif qui est vraiment d'innover. Il faut être discipliné, puis il faut être frondeur. Ça, je l'ai déjà dit à travers la collaboration Red Solo. Il faut être discipliné parce que sinon personne ne vous acceptera. Vous êtes juste chaotique et ça ne suffira pas. Mais il faut être parfois frondeur parce qu'il faut aller au-delà effectivement des processus. Directif et participatif. Alors, planification et agilité, je l'aime bien aussi, c'est un peu le même concept. Pour durer, il faut quand même planifier. Et donc, trouver l'agilité dans une planification, c'est pas nécessairement évident, et puis il faut trouver le moyen de le faire. Plaire contre déplaire, vous finissez toujours par plaire, même si vous avez des plus, si vous arrivez à votre objectif. Et puis, ce qui est très frustrant, et je vais finir là-dessus, c'est que quand vous innovez, il faut accepter que ce que vous allez livrer, même si c'est une innovation remarquable, vous ne jouirez pas des bénéfices. Ceux qui jouissent des bénéfices de l'innovation, c'est ceux qui font du business, pas ceux qui innovent. Donc, dans un grand groupe, ceux qui innovent sont, pour toutes ces raisons, sont, j'allais dire,
décalé à l'extérieur, distinct de la grande organisation qui, elle, a sa matrice, ses processus, etc. Justement pour leur offrir le moyen d'innover. Quand vous livrez, vous transférez votre innovation, ce sont les autres qui vont en profiter. Et donc, vous êtes constamment en train de vouloir vous renouveler parce que vous n'avez pas le moyen d'en profiter. Les profits dans une compagnie, on sait ce que c'est des investissements. Donc, il faut constamment aller chercher des investissements, constamment aller convaincre, etc., qu'il y a une prochaine phase d'innovation. Donc, il y avait une image qui était intéressante de la chef, la CIO du groupe Accor, et qui disait être à la tête d'innovation ou être un innovateur dans un grand groupe, c'est comme être un sachet de thé. Vous avez beaucoup de saveurs, c'est très condensé. On vous met dans l'eau et puis vous vous diluez, vous vous dissipez. C'est ça, innover. C'est offrir toute cette saveur, tout ce contenu aux autres pour qu'ils le boivent. Okay, et puis après, le sachet de thé, vous le jetez. Il est obligé de se renouveler. Il est obligé de retrouver une nouvelle saveur. Il est obligé de se reconditionner. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, c'est frustrant. Et en même temps, c'est exaltant parce que vous créez ce qui n'existe pas, ce qu'on n'a même pas imaginé qu'il pouvait exister. Et pour cette raison, je trouve que c'est un métier passionnant comme celui que j'ai vécu avant. Voilà. J'espère que je vous ai inspiré. Il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai dit, mais bon, je peux vous répondre évidemment sur ce sujet et sur ce qu'on fait, et vous donner plus de détails sur Thales Digital Solutions, l'intelligence artificielle si vous voulez, ou parler d'autres choses comme mes précédentes expériences professionnelles. Je vous laisse la parole. Merci Siegfried. Finalement, j'ai pas de questions. J'ai dressé le parallèle vraiment avec tes deux expériences, mais je pense que c'était passionnant. Est-ce que on a à la fois des grands groupes, des PME, des entrepreneurs là ce soir sur différents secteurs. Donc allez-y, des questions, des remarques pour Siegfried. Il faut juste ouais, activer le micro, n'hésitez pas. Ah, j'ai vu un micro s'activer. Jean-David. Oui, j'aime bien le mot quand vous parlez de schizophrénie parce que votre écran, il exprime ça. C'est de trouver toujours l'équilibre, le bon équilibre quelque part. Et connaissant un petit peu les grands groupes tels que vous le vivez, c'est sûr que j'ai perçu dans votre propos de l'excitation et de la frustration. Et je perçois ce que vous devez vivre à la fois dans l'excitation de votre mission et dans la frustration de la structure dans laquelle vous travaillez. La question que je pose, c'est qu'en fait, le monde nouveau tel qu'on le vit, il impose quelque part d'adopter ces postures, je dirais, de schizophrénie, de modération, de trouver le juste équilibre. Et quelque part, quand vous dites il faut quelque part faire venir des nouvelles compétences, vous avez parlé de sociologues, etc., c'est vrai qu'on l'entend ponctuellement, mais ce n'est pas encore quelque chose de dominant. Et je trouve que le monde éducatif d'aujourd'hui ne favorise pas la transversalité, l'universalité pour faire face au VUCA. Quand on voit comment sont structurées nos universités, quand on voit quels sont les processus de recrutement dans les grandes entreprises, entre cette réalité que vous décrivez et la réalité de la formation et du recrutement, on a encore du chemin à parcourir. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous le mettez en œuvre dans votre entité, où quelque part, vous devez entre guillemets, lutter contre je dirais, le clonage et la reproduction de modèles anciens. Quels sont les processus de recrutement que vous avez mis en œuvre pour arriver à avoir des gens suffisamment stables et schizophrènes à la fois? Alors, la schizophrénie, c'est en général, c'est pour les leaders. Déjà, il faut et les managers, dans une certaine mesure. Il faut une fois que vous avez recruté les bons profils et qu'ils sont en équipe, vous leur offrez un cadre et vous les protégez dans ce cadre-là. Et quand je dis on les protège, c'est qu'ils doivent être vraiment protégés, c'est-à-dire qu'ils font partie finalement d'un système, j'allais dire un système d'exploitation dans Thales qui est différent du système d'exploitation de Thales, au niveau RH, au niveau rémunération, au niveau des outillages, des outils qu'on leur met en place, au niveau des pratiques, au niveau des promotions, etc. Donc, une des initiatives
certains ont peut-être entendu parler, c'est la mise en place de la Digital Factory dans le groupe. Alors, au-delà du mot Digital Factory qui produit des produits MVP, Minimum Viable Product, etc., ce qui est intéressant dans le concept de la Digital Factory, c'est justement créer une enveloppe dans laquelle on offrait cet environnement qui pouvait permettre aux innovateurs de s'exprimer, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient développeurs, qu'ils soient UX designers, qu'ils soient sociologues, PhD, etc. Ça fonctionne, mais si vous allez trop de ce côté du spectre, en fait, le défi, et c'est le défi que Thales a rencontré, c'est comment les deux mondes communiquent entre eux. Parce que, j'espère que j'ai été très clair, il n'y a pas d'innovation si ce n'est pas transféré dans un produit et qui n'est pas consommé à échelle industrielle. Pour un grand groupe, c'est ça. Donc, si l'équipe d'innovateurs fait des choses qui sont superbes, innovantes, disruptives, appelez ça comme vous voulez, mais qui ne sont pas adoptées par les lignes de produits et qui ne créent pas de business pour Thales, ce n'est pas une innovation pour Thales. Donc la schizophrénie, c'est là que intervient la schizophrénie et que doit jouer le rôle de leader et doit avoir des managers autour de lui qui sont prêts à affronter cette schizophrénie. C'est-à-dire, d'un côté de votre organisation, vous êtes plutôt un architecte social, c'est-à-dire vous créez les conditions pour qu'ils puissent innover et vous assurez qu'ils ont les outils, l'environnement, les moyens. Et ça peut passer du piano sur le lieu de travail ou à la technologie nuagique du dernier cri. Donc, c'est très varié en termes d'environnement et de conditions de travail. Donc, en tant que leader, vous êtes l'architecte social. Et puis, vis-à-vis du corporate, vous devenez le frondeur qui propose des choses, mais qui en même temps comprend que c'est manœuvrer politiquement dans le groupe, comprend le logiciel des différentes lignes de produits et lignes d'affaires, et sait trouver la brèche ou la personne ou le champion ou la vulnérabilité qu'il y a dans l'équipe, dans la ligne de produit, dans la ligne d'affaires, dans l'équipe marketing de cette business, et c'est appuyé dessus avec sa palette d'outils. Alors, on a beaucoup d'outils, on a du design thinking, du data studio, on a un incubateur, on a des technos, on a des produits, enfin, on a toutes sortes de choses. Et c'est trouver le match pour pouvoir capter l'attention finalement de cette personne ou remplir un besoin qui n'avait pas été identifié. Donc, la schizophrénie, elle est là. C'est que vous devez une partie du cerveau qui fonctionne corporate et l'autre partie du cerveau qui fonctionne digital, lean startup et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je pense que ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est trouver les bons profils. C'est vraiment pas évident. Donc, Thales est doté d'un manifesto qui est distribué à tous les managers et recruteurs, qui spécifie assez bien finalement l'équilibre entre compétences et traits de caractère et personnalité. Et on insiste beaucoup, comme je le disais, sur la personnalité avant tout, plutôt que les compétences. Voilà schématiquement. Alors, ça paraît facile quand je le dis, hein, mais même lorsqu'on a tous ces outils, même lorsqu'on a les bonnes personnes, même lorsqu'on a l'outillage, c'est un effort quotidien parce que même nos innovateurs, même nos scientifiques, etc., même ce qu'on leur donne, même l'environnement qu'on leur crée ne suffit pas nécessairement. Et puis, il y a des biais, il y a des cultures, il y a des intangibles, il y a des perçus, il y a des non-dits, etc., qu'il faut gérer en permanence. Et je trouve que l'effort à produire en tant que leader dans un espace non normé, et donc c'est vraiment, je préfère dire leader dans ce cas-là parce que vous agissez beaucoup sur l'intangible finalement de votre compagnie. Ça se rapproche beaucoup de cet esprit de corps qu'on trouve chez les militaires. Et en même temps, avoir cette autre partie du cerveau qui est en espace normé, qui doit savoir manœuvrer, qui doit savoir trouver les points où ça fait mal et identifier les leviers. C'est dans ce sens-là que je trouve que c'est un vrai défi
qui peut apporter autant de frustration que de satisfaction quand ça réussit. Merci. On avait également une question de Guillemette. Guillemette, est-ce que tu préfères que je la lise ou tu veux la poser directement? Oui, Ah, je suis là, bonjour. Bonjour. Ça fait suite, en fait. J'étais curieuse de savoir comment vous négociez votre espace de liberté. Parce que vous avez dit que c'était bien que les équipes soient séparées, mais j'imagine donc que c'est le business existant qui vous finance, que vous négociez vos budgets comme tout directeur de BU. Et comment vous négociez aussi vos objectifs? Et qu'est-ce qui se passe si vous avez des projets qui plantent? Comment vous gérez cet intangible? Alors, ça a pris plusieurs années à trouver le meilleur équilibre. Parce que, alors, comme vous le dites, on doit aller chercher des budgets, on doit faire valoir finalement nos compétences et la pertinence de notre organisation auprès des BU. Et ça nous rend finalement très frugal. J'appelle le modèle d'innovation de TDS, Thales Digital Solutions, un modèle frugal, dans ce sens que on ne nous donne pas 10 millions au début d'année et allez-y, essayez de créer de l'innovation. Il faut revendiquer, justifier à chaque fois qu'est-ce qu'on peut apporter au BU. Donc, ça crée finalement, c'est assez vertueux de ne pas avoir de budget en début d'année et qui est alloué par le corporate en nous disant faites ce que vous pouvez au mieux. Parce que ça oblige vraiment à être performant. L'innovation frugale, ça oblige à être performant. On est obligé de faire, de constamment avoir le souci de la performance dans l'innovation. Ça, c'est un bon mariage et ça n'est permis que par l'innovation frugale, c'est-à-dire celle qui vous oblige à aller justifier tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'il y a 80% des startups en général qui finissent pas. C'est soit parce qu'elles n'ont pas de budget, ou soit parce qu'elles ont eu du budget, mais sans avoir trop de contraintes, à part de celle d'être profitable entre 3 et 5 ans. Et ça peut être nuisible finalement à l'innovation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu en fait équilibrer les différentes sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai des sources de revenus qui me viennent du corporate, donc qu'il faut justifier encore une fois. Mais j'en ai qui viennent de toutes les lignes d'affaires, j'en ai qui viennent aussi de clients directs. Donc, on a réussi à trouver une assiette, un équilibre avec des clients directs et notamment canadiens. Donc, la moitié des revenus de mon organisation provient finalement de clients R&D, que ce soit la Défense nationale, l'Agence spatiale canadienne, qu'on a progressivement fidélisé à travers les prestations qu'on faisait et qui aujourd'hui finalement continuent de nous apporter des lots de travail, des projets, des problèmes à résoudre. Donc, équilibre, la notion de frugalité, même si on la vit avec tension, elle est gage de qualité de ce qui sort de chez nous. Et donc, en général, nos clients, qu'ils soient internes ou externes, reviennent vers nous parce que justement, la qualité est au rendez-vous. Je trouve aussi que l'équilibre entre ce qu'on est capable de faire comme une grosse start-up, on a à peu près un peu plus de 100 personnes, une grosse start-up dans Thales, avec donc la reconnaissance qu'a Thales par rapport à la fiabilité de ses technologies, etc., de l'accès aux données, l'accès à des différents cas d'usage. C'est un bon mariage qui finalement convainc autant nos clients extérieurs que nos clients intérieurs. Il y avait plusieurs questions. Je ne sais pas si j'ai répondu déjà à toutes les questions. En fait, c'était aussi de savoir si vous vous engagez justement par rapport à vos clients, je pensais plutôt aux clients internes, sur des objectifs concrets, des délais, et comment vous gérez après ça le rapport fournisseur. Alors, il y a deux cas de figure. Il y en a plusieurs, mais je vais en décrire que deux qui sont les deux majeurs. Le premier, c'est des prestations technologiques. Les prestations technologiques, elles font objet d'un contrat, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où on s'engage sur soit un certain nombre d'heures avec des prestations de certains profils qui vont contribuer à la feuille de route technologique de notre client. Donc là, c'est des expertises qui vont aller chercher. Soit sur des attendus par rapport à la maturité technologique qui va sortir de notre organisation. La maturité technologique, elle a des critères d'évaluation
c'est une échelle, et donc qui sont bien paramétrés et qui suffisent finalement à valider la qualité du travail qui a été établi. Et puis, donc ça, c'est le premier modèle, c'est le transfert technologique. On fournit des briques technologiques et ça, il y a une échelle de valeur qui est paramétrée. Et puis après, il y a l'autre sujet qui concerne plus l'innovation pour lequel on va vers l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, on ne spécifie pas l'attendu, mais en revanche, on va cadencer le développement du produit, et là, pour le coup, on va aller jusqu'au produit par l'intégration permanente du client et de l'utilisateur dans les cycles de développement. Donc, on fait des cycles de développement très courts qui durent 2 semaines, c'est des sprints. En général, ça dure 4 mois, et en 4 mois, on s'engage à fournir une capacité qui va réaliser un certain nombre d'attendus, donc un certain nombre d'attendus de fonctionnalités par le client, mais c'est nous qui avons le choix, on lui dit, nous gardons le choix de comment on va y arriver et comment, comment ça va le produire. En fait, cette fonction, elle sera opérationnelle, mais elle le produira à notre façon. Et donc, pour s'assurer finalement que la direction est sous contrôle autant par nous, mais surtout par le client, on l'intègre en permanence dans le cycle de développement. Et donc, on a une validation permanente des différents jalons pour s'assurer qu'on continue, on est dans la bonne direction. Ah, on va un petit peu à gauche ou à droite. Ah non, ce n'est pas du tout ce que je voulais, on arrête. Donc, on s'offre cette capacité de pivoter en permanence dans le cycle de développement. Un processus itératif. Merci. On avait une question de Joël. Joël, je te laisse la parole. Oui, c'est gentil. Merci Bonjour, beaucoup. Merci Joël. à la Chambre. Salut Siegfried. Tout d'abord, merci à la Chambre de commerce pour l'organisation de cette rencontre. Merci Siegfried. Puis bravo pour cette présentation. Je ne sais pas si on pourra peut-être récupérer la présentation en tant que telle. Certaines slides étaient très intéressantes. J'ai 2 questions pour toi. Les principes évoqués se rapprochent en grande ligne de l'effectuation, principe utilisé habituellement dans les startups ou utilisé dans les climats incertains comme celui qu'on traverse, fonctionnement essai-erreur, travailler en perte acceptable et autres. Alors ma première question, c'est que l'innovation expliquée comme telle appelle à ce qu'une structure soit protéiforme. Ceci dit, être protéiforme, cela peut déstabiliser les ressources humaines et puis les solliciter dans leur capacité d'adaptation. J'aimerais savoir comment vous gérez ça. Et la deuxième question, c'est que dans la période qu'on traverse, qui est incertaine, qui demande de l'adaptation pratiquement journalière parce qu'une décision qu'on prend un jour n'est plus valide le lendemain et qui nous a sollicité dans pas mal de nos réflexes, penses-tu que Thales a traversé la période plus facilement? OK. Alors, sur le côté RH, clairement, Thales a décidé de créer un système parallèle. Le traitement, le recrutement, le traitement, les pratiques, les paiements, etc., c'est un système qui est parallèle côté RH. Justement, pour éviter, déjà, il fallait créer un choc et démontrer que ça pouvait marcher. Et puis s'assurer effectivement, comme la première question qui avait été posée, qu'on recrute les bonnes personnes et pas selon les cas de conformité thalésiens. Donc, ce système parallèle permet d'obtenir un petit peu d'espace et de manœuvrabilité. J'ai répondu avant, le plus dur, c'est faire le lien avec ce nouveau monde et l'ancien monde. C'est-à-dire être trop différent, être trop, etc. À un moment donné, ça crée aussi une espèce de distanciation par rapport à l'ancien monde. Et l'ancien monde, c'est la grande Thalès qui doit se transformer. Nous sommes un agent de transformation. Donc, il ne faut pas être trop distancié. Donc, trouver le plus dur, ce n'est pas de mettre un système parallèle et puis de faire une start-up dans la compagnie. Le plus dur, c'est de marier les deux mondes. Et ça, c'est un travail constant. C'est-à-dire, surtout dans le monde Thales, où on est très spécificateur parce qu'il y a tous ces enjeux de sécurité, de déploiement dans des milieux critiques, etc. Et lorsque un ingénieur
traditionnel de Thales parle à un ingénieur de la Digital Factory qui lui dit « Je ne sais pas où je vais aller là, mais je vais y arriver. Fais-moi confiance, ça va le faire. Et puis après, on va pouvoir le déployer dans ton avion. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, faire le mariage entre les deux mondes, je n'ai pas de modèle et je n'ai pas de recette spécifique. Par contre, c'est ce qui me rend schizophrénique. Et donc, il faut être le lien de confiance entre les deux mondes. Indépendamment du système RH, indépendamment, etc., il faut être un lien de confiance. Il faut montrer qu'on comprend autant les défis du monde traditionnel qu'on maîtrise ce que peut apporter ce nouveau monde, le monde digital, les nouvelles pratiques et tout. Donc, je crois que le gros du travail, en fait, ce n'est pas de faire changer les uns et les autres en disant « mais c'est une évidence, travailler ensemble », c'est de créer la confiance entre les deux. Et ça, c'est le rôle du manager, c'est le rôle du leader. Et c'est le plus difficile. Alors, ça se fait une fois qu'on a… En fait, ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a démontré que ça fonctionnait sur un cas, et bien là, après, ils en redemandent, quoi. Ils consomment beaucoup, quoi. Donc, ce n'est pas du tout inquiétant et préoccupant parce qu'il y a des moyens de le faire en créant cette confiance et en maîtrisant effectivement les enjeux de chacun des deux mondes. Mais ça prend du temps et une fois que c'est fait, par contre, ça marche super bien. Sur la deuxième question, à la crise. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te réponde en fonction de mon organisation ou de la grande Thales. Parce que, ou même de l'Amérique du Nord, comment s'est comporté Thales en Amérique du Nord et comment il s'est comporté en France. Déjà, ce serait injuste que je décrive ce qui s'est passé en France, mais je trouve personnellement qu'il y a eu, côté français, plus une mise en sommeil, alors qu'en Amérique du Nord, il y a eu plus une « waouh ». C'est le moment de relever les manches et puis de démontrer que, quelle que soit la situation, on peut y trouver un intérêt, développer et créer des opportunités. C'est facile à dire comme ça parce que je suis très loin de ce qui se passe en France et puis parce qu'il y a des industries comme l'aéronautique qui sont vraiment touchées et il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que soit se mettre en sommeil, soit congédier. En revanche, ce que j'ai remarqué, alors par exemple, ce que mon organisation a fait spontanément à partir du moment où le confinement a commencé et qu'on voyait que la crise allait s'étendre et allait être pour plusieurs jours, elle a pris toutes ces technologies d'intelligence artificielle, etc., pour développer des partenariats avec des acteurs des hôpitaux, des développeurs des équipementiers de respirateurs, par exemple, de ventilateurs, et puis lui apporter de l'intelligence augmentée dont je parlais, afin d'optimiser la gestion des capacités dans un hôpital, dans le réseau de santé, d'optimiser les radiologies, la détection en fait, des inflammations avec plus de précision. Donc, mon organisation a contribué à ça, en fait, en particulier sur les radiologies pour détecter plus facilement les inflammations et l'optimisation des hôpitaux, l'optimisation des respirateurs. Donc, c'est un travail qu'on a commencé. C'est justement l'agilité que permet mon organisation, c'est de pivoter assez rapidement et d'appliquer finalement ce qu'on faisait pour d'autres milieux, le milieu de la défense, en tant que suivi des facteurs biométriques, par exemple, des soldats, des pilotes, etc. Bah, tout ça avait son application directe dans le cadre de la lutte contre la Covid, soit au niveau du patient, soit au niveau de l'hôpital, soit au niveau de l'organisation nationale. Donc, on a développé en fait en 2 semaines 9 solutions. Enfin, on ne les a pas développées, on a proposé 9 solutions. Et aujourd'hui, il y en a 3 d'entre elles, celles que j'ai citées, l'optimisation des hôpitaux, l'optimisation des respirateurs avec intelligence artificielle, etc. ou radiologie, qui, pour certaines, sont adoptées en termes de développement, pour d'autres qui sont sur le point de l'être, on l'espère. Ça, c'est montrer en fait toute cette capacité à pivoter rapidement avec pas simplement la technologie, mais les équipes qui sont capables rapidement de définir un use case, de l'intégrer, de le contextualiser dans le cadre de la lutte du Covid. Ok, merci. Merci Siegfried. Merci de ta question. Je vois que l'heure tourne un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Si certains participants souhaitent rester pour poser des questions, je vous invite à rester. On peut continuer les questions. Je sais notamment
Bernard, tu as une question. En revanche, si vous avez d'autres occupations, merci beaucoup pour votre présence et puis votre écoute. C'était un plaisir de vous accueillir virtuellement pour ce témoignage. Sandrine, je ne sais pas si tu veux mettre aussi un petit mot de conclusion. Merci, non, c'est passionnant, donc je reste accrochée à fond. Et c'est vrai qu'on a des questions, ça peut partir différentes orientations, et nous avons un avocat avec Bernard Collat, donc il a une question. Bernard, je ne sais pas si tu souhaites la poser. Oui, Pardon. bonjour. Bonjour, Bernard. Bonjour, merci de cette fantastique présentation. C'est toujours intéressant aussi d'être en contact avec des entreprises innovantes qui font, en tout cas, d'avoir partagé la réalité. Une des questions, c'est où s'inscrit la propriété intellectuelle dans les processus d'innovation? Elle s'inscrit à partir sur l'échelle de la maturité technologique. Plus vous êtes haut en maturité technologique, plus vous êtes proche du produit et donc du client, et plus il y a des enjeux commerciaux. Donc, on s'offre le luxe de travailler beaucoup avec des partenaires extérieurs, notamment académiques, grâce à ces écosystèmes dont je parlais, très tôt dans le design de nos technologies, avec un partage de la propriété intellectuelle, des travaux scientifiques qui sont réalisés, jusqu'à un certain niveau. Ce niveau, c'est le niveau qu'on appelle fatal pour une technologie, c'est la vallée de la mort, celle qui permet, alors sur une échelle de 1 à 10, là, vous avez un partage de l'API jusqu'à 3-4. Pour passer de 4 à 6, ça veut dire que vous passez du démonstrateur à un pré-produit. Et c'est là où c'est le plus difficile, en fait. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'investissement, parce que ça intègre pas simplement la faisabilité technologique, mais ce qu'on appelle la désirabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une traction marché de ce produit, et puis est-ce qu'il y a un business qu'on peut faire avec ce produit qui a de la valeur. Donc ça demande beaucoup d'interactions avec des usagers, avec des clients potentiels, et d'investissement surtout. Pour donner un ordre de grandeur, échelle 1 à 3, vous êtes dans l'ordre de grandeur de 50 000 € ou 50 000 $ canadiens. Si vous voulez faire un POC, on passe de 50 000 à 150 000. Et puis si vous voulez investir pour passer la vallée de la mort, il faut minimum 1 million. 1 million et puis des partenaires pour que c'est sûr que justement vous avez une désirabilité et puis un business qui est associé. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on trace la ligne de partage des eaux. C'est lorsque vous passez la vallée de la mort, vous pouvez avoir des partenaires, évidemment. Et puis, vous connaissez après le partage de l'IP, il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Mais c'est là où Thales va être très vigilant pour que la propriété intellectuelle soit intimement associée au potentiel de business que le produit va établir. Donc, on peut avoir un partage. Mais évidemment, on va s'assurer d'avoir une préemption sur ce qui rapporte le plus de valeur en termes de produits, mais surtout de business. Et c'est là qu'on tracera le périmètre. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En fait, j'ai une autre question. Je représente souvent des petites entreprises qui vont se faire acheter par des grands groupes. Elles se font acheter parce qu'elles ont développé des technologies intéressantes. Mais une fois qu'elles ont intégré le grand groupe, on dirait que tout le potentiel technologique qu'ils avaient développé tombe. Et là, l'inventeur et le créateur a donné sa vie à créer cette société avec le bagage technologique. Et la question, c'est comment est-ce qu'il s'assure que le grand groupe qui l'achète continue à rendre vivant sa technologie et la développe? Il y a plusieurs cas de figure. Alors, je comprends ce que vous dites, puis ça existe aussi dans Thales et dans plusieurs grands groupes. Si la PME ou la start-up arrive avec une technologie, mais une base client qui est limitée, ça va être difficile.
parce que, en général, le grand groupe va faire l'acquisition de cette compagnie justement parce qu'il y a de la propriété intellectuelle et qu'il veut soit éviter qu'elle soit achetée par un autre, soit se l'approprier parce qu'il y a un intérêt à en disposer librement. Dans ce cas-là, c'est assez difficile, mais si la PME a choisi d'être achetée, c'est un risque qu'elle doit prendre. Mais ça sera assez difficile de vivre dans le groupe en continuant à développer sa technologie, donc avec des financements du grand groupe, parce qu'il va falloir mettre un budget de R&D, sans pour autant avoir un potentiel business à court terme important. Là, ça me paraît difficile. Ensuite, je pense que c'est au niveau de la négociation par rapport aux clauses de sortie, par rapport aux conditions d'intégration qui peuvent prendre en général, on a des cas où ça peut prendre 2-3 ans d'intégrer dans les clauses de négociation. Il faut se protéger à travers ces clauses de négociation et les clauses de sortie, d'un côté comme de l'autre, par rapport à l'intégrité de la PME qui est acquise. C'est possible, ça aussi. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais si une entreprise a une propriété intellectuelle et qu'elle est achetée pour cette technologie et cette propriété intellectuelle et qu'elle a une base client et donc qu'elle a un potentiel de croissance de sa technologie à travers sa base client, je pense qu'elle est en mesure de négocier avec le groupe des conditions pour lesquelles elle préserve son intégrité pendant toute la période d'intégration. Merci. Merci de votre question. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non? Jean-David? Oui. Jean-David. Oui. Oui, j'ai une autre question par rapport justement, quand vous évoquiez tout à l'heure de dire que l'innovation, ça peut être aussi de l'innovation qu'on va détecter et intégrer dans le groupe, de l'innovation qui vient de l'extérieur. Il y a des cas chez Thales, un que je connais, qui date d'il y a quelques années, il y a une société qui a été intégrée, qui s'appelait Arisem, qui était sur les moteurs sémantiques, etc. Et je crois percevoir qu'il est toujours difficile pour une entreprise, au-delà des aspects de propriété intellectuelle, c'est que quand une entreprise est innovante à l'extérieur et qu'elle intègre un grand groupe, ensuite, il est difficile pour cette entreprise, pour cette équipe, de s'y retrouver. Et quelque part, les équipes sont diluées dans les services. Et quelque part, on a l'impression que les grands groupes achètent quelque chose et détruisent ce qu'ils ont acheté. Parce qu'ils tuent, entre guillemets, l'écosystème bénéfique qu'ils ont acheté. Et pour des questions de rationalisation, de différents types de décisions d'optimisation, on se rend compte que beaucoup d'entreprises de grands groupes ont racheté des sociétés et ont tué dans l'œuf les sociétés qu'ils ont rachetées. Alors, est-ce que ça, c'est aujourd'hui, dans un groupe comme Thales en 2020, c'est quelque chose qui est un point de vigilance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont maintenues pour que les équipes puissent continuer à être aussi créatives, innovantes qu'elles l'étaient avant de rejoindre le groupe? Alors, le groupe en a conscience depuis quelque temps. Et en même temps, je disais tout à l'heure qu'on a essayé plusieurs modèles d'innovation. Un qui est pour l'instant, qui existe depuis 2 ans, et vous avez entendu parler peut-être de Station F à Paris, c'est de mettre en place une structure thalésienne dans un incubateur existant et qui vise à accompagner la start-up dans sa croissance en lui faisant bénéficier de la base client de Thales, tout en collaborant sur 1, 2, 3, ça dépend de la startup, sur une technologie que la startup a, ou plusieurs, sur un cas spécifique Thales. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a beaucoup plus de vertu maintenant à développer des preuves de concept ou même des pré-produits, des prototypes avec la startup, alors même qu'elle continue à établir sa croissance avec d'autres clients, ces clients lorsqu'on la sélectionne, et ou les clients de Thales. Alors, il y a Station F il y a eu 2 ans, et puis à Montréal, on a créé AI at Centec. Donc, on est hébergé par le Centec, qui est un des plus anciens incubateurs au Canada.
pour des défis d'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. On a conclu notre première cohorte, 4 startups en intelligence artificielle. Et sur les 4, avec des technologies extrêmement intéressantes, il y en a une qui est dans c'est des moteurs sémantiques, qui est dans la reconnaissance et la compréhension du langage par l'informatique, donc le NLP-NLU, et qui aujourd'hui est intégré dans la ligne de produit de la ligne d'affaires qui fait les vidéos à la demande pour un chatbot intégré qui comprend le langage des passagers, qui comprend le langage des hôtesses de l'air et qui permet d'avoir une interaction à distance, qui va servir beaucoup d'ailleurs dans le cas de la façon dont vont être opérés les futurs vols, pour que les hôtesses n'aient pas à se déplacer systématiquement pour demander, etc. Donc ça, on a pris une start-up, on l'avait sélectionnée, c'est une start-up américaine qui est venue à Montréal, et puis elle est sous le contrôle de mon organisation, pas de la ligne de produit ou la ligne d'affaires, mais on la connecte. On demande un coach business, un coach produit ou technique de cette ligne d'affaires pour venir faire des séances, accompagner, etc. la startup. On a créé vraiment une organisation où on crée la collision, mais on évite l'intégration. Et ça permet de donner de l'air et éviter évidemment, comme vous le dites si bien, de les faire suffoquer assez rapidement une fois qu'elles sont intégrées. Pratiquement toutes. Hein. De mon expérience, 7 ans chez Thales, j'en ai vu plusieurs déjà. Mais au contraire, donc, donner un espace de liberté, augmenter leur espace de développement tout en l'intégrant dans un cas particulier ou d'un 1, 2, 3 ou 4. Ça dépend après de son appétence et puis du match, du fit qu'il peut y avoir entre nos besoins et ce qu'elle fournit. Donc ça, c'est la méthode qu'on a retenue. Ça marche assez bien. On a une autre aujourd'hui de cette première cohorte aujourd'hui qui rencontre les personnes les plus haut placées au niveau de la défense française, de la DGA, de nos lignes d'affaires. Donc, c'est dire, en fait, c'est une start-up montréalaise qui est vraiment dans la collaboration homme-machine, donc la compréhension mutuelle de l'homme et de la machine à travers des outils de simulation d'intelligence artificielle, donc qui développent des algorithmes là-dedans. Et c'est typiquement dans les cas d'usage de Thales, comme je disais au début. Et on lui a ouvert toutes les portes. Alors, autant elle travaille avec nous sur des technologies, qu'elle travaille en direct avec la défense française. C'est un autre exemple. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. C'est gagnant pour nous, c'est gagnant pour eux. On l'a compris il y a 2 ou 3 ans et on a mis en place ces infrastructures qui fonctionnent aujourd'hui assez bien, même si ça demande un effort assez important de Thales. Hein. Okay. Merci. Merci beaucoup, Siegfried. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là parce que l'heure tourne quand même. Merci, je pense que c'était un témoignage très inspirant, une approche vraiment différente, forcément atypique. On n'a pas beaucoup des profils comme ça au sein du réseau, donc merci beaucoup. J'espère que voilà, ceux qui sont restés avaient encore tout un intérêt. Si vous souhaitez vous aérer, parce que là c'est l'heure peut-être de vous aérer, vous avez peut-être vu passer, je fais ma petite promo, mais on organise un challenge qu'il a encore temps de rejoindre et je vous montre. Je vous montre. Squad Easy, qui est une très belle start-up française. C'est une appli que vous pouvez télécharger pour permettre à vos équipes qui sont à distance de les engager, de les motiver. Ils peuvent aller prendre l'air, courir une demi-heure, 1 heure, faire du vélo, vous comptabilisez des points. Et il y a une compétition, donc je pense qu'on est à 80 équipes, plus de 400 personnes. Et ça peut être vos équipes à travers le Canada, voire le monde. Là, on a Sodexo, Total, Bolloré, Bell, des startups. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Et c'est gratuit, c'est une initiative clé en main pour les membres de la Chambre de commerce. Alphilier, je crois. Hein. Et je te corrige, on a 180 équipes actuellement. Waouh, voilà. Formidable. Ouais. Voilà, donc il est temps d'aller courir. Vendu. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions. Merci. Salut Siegfried, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Jean-David. Salut, merci à tous.